L'Opco Atlas et Sinovaction vous présentent le point de vue d'experts sur l'évolutivité et l'adaptabilité du logement, enjeux des transitions de l'habitat. J'occupe le poste de directeur technique de l'OPP-BTP et je suis ingénieur de formation. Et mon parcours dans le BTP, j'ai commencé en 1993 dans un bureau d'études. Je suis resté une dizaine d'années. Bureau d'études qui s'appelait OTH à l'époque. Et en fait, c'est devenu Aegis Bâtiment. Maintenant, voilà, c'est la branche bâtiment d'Aegis. Après, j'ai fait du project management pendant 2 ans chez Cotéba International. Et ça, maintenant, c'est Artelia. C'est un morceau d'Artelia. Et puis ensuite, j'ai passé 7 ans chez Bouygues Construction, 8 ans chez Vinci Construction France, toujours sur des phases, sur des types de projets où il y avait de la conception. Par rapport à mon cursus initial de maîtrise d'œuvre, en fait, quand je suis passé en entreprise générale, c'était toujours sur des dossiers de conception-réalisation, PPP, etc., mais pas en montage immobilier, hein, à la technique. J'étais à la technique, donc dans tout ce qui est direction de projet, études de prix, etc., animer des équipes jusqu'à découper le truc dans les bons morceaux pour que l'entreprise puisse prendre le chantier, avec quelquefois des sous-traitants déjà désignés sur certains lots, etc. Voilà. Mais plutôt quand même sur les phases amont que sur l'exécution du chantier lui-même. Donc voilà, 7 ans chez Bouygues Construction. Et chez Bouygues Construction, vous étiez à manager ou à Île-de-France? J'ai fait Bouygues Entreprises France-Europe. Quand je suis rentré, c'était d'abord Bouygues Entreprises France-Europe sur le périmètre Rouen, Nantes et Londres, puisque je suis allé participer à Bouygues UK pendant une petite année. Et ensuite, Bouygues Bâtiment Île-de-France, ouvrage public, parce que je me suis occupé du zoo de Vincennes, par exemple, et de certains projets hospitaliers en Île-de-France. Donc, j'ai Bouygues Entreprises France-Europe et Bouygues Bâtiment Île-de-France. Et ensuite, chez Vinci Construction France, au siège à Nanterre, avec une direction ingénierie-innovation au service de toutes les filiales de Vinci Construction France. D'accord. Alors, l'objet aujourd'hui, donc Sinovaction, que l'OPP a rejoint et qui est intéressé donc, par les études qu'on essaie de mettre en place. Donc, ce centre, alors à travers moi, puisque c'est quelque chose qui m'intéresse particulièrement, le logement, sur cette réflexion sur l'évolutivité aujourd'hui du logement pour réfléchir à l'habitat, avec tous les enjeux sociétaux, techniques et humains. Donc, j'ai fait le choix d'aller vers 2 livrables, un cahier de tendance prospectif où les étudiants vont présenter des planches de concept, des planches de matériaux, illustrées plutôt graphiquement, donc des choses à préparer. Et puis, un deuxième niveau, donc, qui est ce recueil d'entretien qu'on aurait aimé faire parce que ça aurait été plus convivial en face à face, mais bon. Et à travers ces entretiens, c'est que chacun puisse faire ressortir sur, quand on dit évolution, adaptabilité du logement, qu'est-ce que ça veut dire pour le PPBTP si on faisait un devoir sur table? Alors moi, j'avais travaillé sur un sujet qui ressemble, mais qui n'est pas le même, qui partait du constat qu'il y avait trop de bureaux et pas assez de logements, et que si on voulait dans l'avenir pas avoir des parcs de bureaux vides et qui partent dans des cycles d'obsolescence et d'inoccupation, il fallait les concevoir réversibles. J'ai un petit film qui dure 5 minutes sur ce que justement j'avais animé
et qui reste d'actualité parce que j'ai vu qu'en région bordelaise, là, ils parlaient de faire de la construction réversible. C'est véritablement dans cette mutabilité de l'habitat qu'on observe tous, hein, et ce que tu viens d'évoquer, Philippe, c'en est une belle illustration, c'est-à-dire que on construit du bureau qui doit devenir demain du logement, ou on construit un magasin en rez-de-chaussée d'un habitat collectif et demain ça devient aussi un logement. Nous, préventeurs, dans l'acte de construire, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire dans la construction? Mais j'avoue que moi, là, à mon niveau, c'était aussi la réflexion sur l'entretien, la maintenance. C'est ça. J'avais, tu vois, cet exemple de base qui peut être un point de départ. Enfin, en tout cas, moi, je jette ça au panier. Quand on construit un local de bureau, et sans parler même de la réglementation qu'on va appliquer, qui est celle de locaux de travail, commerciaux ou autres, on réfléchit à l'entretien de locaux de bureau. Qu'est-ce qu'il en est quand demain on convertit ça en un logement? Quelle est la réflexion de celui qui convertit? Quelle est la réflexion de l'utilisateur qui va arriver? Est-ce que tout va suivre? Et nous, en tant que préventeurs, je pense que ça, c'est des problématiques dont il faut qu'on se saisisse. Maintenant, là, je parle sous le couvert du directeur technique, hein, puisque là, la compétence technique, ce n'est pas moi, hein, Jean-Luc, hein, c'est Philippe. Hein. Non, mais par rapport à ce que vous dites, Karine, de toute manière, voilà, on a, on va dire, ces deux objectifs, effectivement, c'est illustrer des warnings, donc du point de vue de la prévention, du point de vue des matériaux, du point de vue de la gestion du foncier, des enjeux juridiques, ainsi de suite. Donc, c'est chacun son point de vue. Et en même temps, c'est ce livrable, c'est aussi susciter un intérêt, alors, soit aux assises du logement au mois de mai, si on arrive à faire notre place, soit créer un événement Sinov, où on réunira donc en tour de table un certain nombre, alors on le fera forcément après le mois de mai, parce que peut-être qu'on aura des changements de gouvernance, enfin on aura certainement des changements de gouvernance, peut-être pas au plus haut sommet de l'État, mais certainement dans les organigrammes, donc on ne va pas se précipiter. Dans le recueil que j'ai eu à travers les différentes personnes, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, il faut qu'on réfléchisse sur deux choses. C'est est-ce que cette interrogation sur la réversibilité ou l'évolutivité, enfin, ce n'est pas la même chose, hein, mais les deux iront ensemble. Est-ce qu'on va aller vers du réglementaire pour obliger à réfléchir à? Est-ce qu'on va aller vers de l'aide à l'expérimentation pour que, y compris les bâtisseurs privés, et ils le font d'ailleurs déjà, hein, parce qu'ils s'aperçoivent que d'un point de vue commercial et marketing, c'est une plus-value, vont pouvoir aller là-dedans. Et ça aura certainement des enjeux de territoire, des enjeux fonciers. Ça va interpeller les politiques. J'ai eu une agréable surprise de rencontrer un député du Nord qui n'est pas de la majorité, mais qui est en train de faire l'analyse de la loi Elan et qui me tenait un discours effectivement donc très prospectif sur ce caractère évolutif, peut-être effet de langage parce que on a besoin peut-être de redorer la vision d'une équipe et d'un parti politique qui fait qu'on a plutôt des tendances positives à être force de proposition. Mais j'ai été agréablement surpris de voir que ce sujet faisait apparaître le côté imparfait de la loi Elan, qui n'a pas été une réussite dans son application, et que ce caractère évolutif de l'habitat, avec tous les enjeux qui sortent liés à la pandémie, au télétravail, au vieillissement, ainsi de suite, ça devient un objet du quotidien, ça devient un objet extrêmement important. Et pour le moment, on n'a pas de solution. On n'a pas de prise de position nette sur est-ce que c'est le réglementaire qui va faire comme on a la RT 2012, 2016, 2020 qui sont arrivés. Est-ce qu'on aura des évolutions réglementaires qui vont orienter ou des aides à l'expérimentation? Pour le moment, on n'a pas grand-chose. Quand j'ai travaillé sur ces sujets entre 2014 et 2016, donc ça fait déjà 5 ans, mais j'ai remarqué que ça n'a pas forcément tellement bougé par rapport à ce qu'on s'était dit à l'époque. On avait tendance à utiliser mutabilité à une échelle urbaine, à l'échelle de la ville, ce qui correspond à la fois à des évolutions bâtimentaires, mais aussi à des évolutions d'infrastructures, de transport, de stationnement, de parcs, etc. On avait réservé le terme mutabilité à l'échelle urbaine, à l'échelle du quartier ou de la ville. On utilisait le terme de réversibilité quand il y a changement d'usage.
et on utilisait le terme d'adaptabilité quand on fait des transformations sans changement d'usage. On comprend bien que des bureaux ou un logement, suivant qui sont plus ou moins bien foutus, ils vont être très sclérosants et ça va être très embêtant de y vivre ou y travailler autrement, alors que s'ils ont été pensés avec… on parlait de flexibilité en fait. On avait mis mutabilité à l'échelle urbaine, réversibilité quand il y a changement d'usage et flexibilité pour dire l'adaptabilité est peut-être une connotation plus sympa, parce que flexibilité, ça fait penser à flex office, etc., ce qui n'a pas toujours une connotation. Accepté. Donc, il y a des débats sur tout ça. Ouais, tout à fait. Voilà. Même si depuis, je me permets, Philippe, l'adaptabilité a aussi été beaucoup déviée par rapport à la situation des personnes à mobilité réduite et du handicap. Voilà. On a aussi tendance à restreindre l'adaptabilité à ce type de logement. Là, je pense que c'est la déformation, tu vois, c'est parce que je suis un peu imprégnée du sujet. Oui, mais c'est vrai. C'est trop réducteur, tu vois. Donc, en tout cas de cause, ce sont bien des enjeux de conception et de travaux de réalisation et d'opérations de maintenance, comme tu le mentionnais, enfin, sur tout le cycle de vie. Alors, à cette période-là, 2014-2016, il y avait Eiffage qui avait fait une offre, un peu comme la pub Caisse nationale de prévoyance, avec la musique de Shostakovich, le gamin qui saute dans une flaque, et puis il grandit, il se marie, il a un enfant, et puis jusqu'au moment où il devient un petit peu… voilà. Et donc, ils avaient fait un truc comme ça, qui expliquait qu'au long d'une vie, on habite d'abord dans la maison des parents, puis après une résidence étudiante, et puis après on occupe son premier logement en tant qu'actif, et puis ensuite on vieillit, donc éventuellement on bouge d'une grande maison vers un appartement, et puis on va de la campagne vers la ville pour retrouver les services de proximité, et puis peut-être on termine chez soi, mais peut-être on termine dans un EHPAD ou voilà. Donc eux, ils avaient fait un travail là-dessus. J'ai pas eu le temps de revérifier ce que c'était devenu, mais c'était assez intéressant et ils avaient pas mal devancé les concurrents sur cette approche qui est de dire, voilà, au long d'une vie, ça. Et du coup, ils avaient commencé à travailler sur qu'est-ce qu'on peut prévoir pour que ça se passe bien. Moi, j'ai un exemple, là, je vais partager un exemple personnel aussi. Mes parents dans le Nord, en 94, ils ont construit une maison avec un rez-de-chaussée, un étage. Ils ont bien mis un WC au rez-de-chaussée, mais ils ont mis les 2 salles de bain à l'étage, avec les chambres. Et résultat, arrive un âge où monter les escaliers, ça devient compliqué et où on serait bien content d'avoir une salle d'eau dans le rez-de-chaussée pour habiter le rez-de-chaussée et n'ouvrir l'étage que quand il y a des invités et rester au même endroit. Donc, toutes ces réflexions-là, effectivement, sur les typologies. Donc, je n'ai pas vérifié ce qui est fait. Et en revanche, côté Bouygues et Vinci, on avait beaucoup plus travaillé avec 2 produits différents, dont on parle encore dans la presse, parce que là, je suis tombé sur un article de juin 2021, donc il y a seulement 6 mois. Bouygues a appelé ça Switch Office, et nous, chez Vinci, on avait appelé ça Conjugo, pour conjuguer les usages. Et en fait, avec quelqu'un qui est chez Paris Habitat, Jean-Paul Bourneuf, qui a travaillé depuis des années dans le domaine du logement, on est co-détenteur mais en tant que Vinci Construction France, on est co-auteur du brevet Conjugo sur des immeubles réversibles. Et en fait, le petit film que j'ai là, il raconte cette histoire-là, il raconte la réflexion qu'on a eue de quoi on est parti et pourquoi on avait fait ce travail. Je vais essayer parce que ça va nous aider, je pense. Mobilité. Voilà. Donc, alors, c'est parti. Aujourd'hui, les villes font face à de nouveaux défis. Mobilité, mixité d'usage, durabilité. Les standards de construction ont toujours été cloisonnés. Mur après mur, les systèmes bâtis se sont figés dans leurs différences, alors que les comportements au travail et à la maison se rapprochent. La société est en perpétuel mouvement, et aujourd'hui, on sait qu'un bâtiment aura plusieurs vies. Et à l'échelle de la ville, l'enjeu est de taille. Pas d'hypothèque sur l'avenir. Un bâtiment doit pouvoir à tout moment changer de fonction, à condition de l'avoir anticipé lors de sa conception. Construire réversible, c'est construire durable.
Pas si simple, car les habitudes dont on hérite ont façonné des règlements, des normes et des formats bien différents. Sécurité incendie, réseau, fluide, structure, acoustique, accessibilité, environnement, autant de paramètres à faire converger avec économie, qualité d'usage et éco-conception. Vinci Construction France a réuni une équipe d'experts pour répondre à ces enjeux. Premier point, l'épaisseur. Un bâtiment trop épais génère des pièces sombres et mal ventilées. Et un bâtiment trop étroit est moins économique. Une épaisseur entre 12 et 15 mètres est une réponse aux nouvelles exigences de qualité et d'usage. Des bureaux collaboratifs éclairés et ventilés naturellement et des appartements lumineux et traversants pour plus de convivialité. En hauteur aussi, l'amélioration est possible. Traditionnellement, de dalle à dalle, la hauteur des étages de bureaux est grande car le faux plafond et tout ce qu'il contient occupent beaucoup de place. En regroupant les fluides et en optimisant le système constructif, on récupère de la hauteur et on économise de la matière première. De quoi gagner un étage par rapport à un immeuble du bureau traditionnel. Et pour un immeuble de logement, tous les étages deviennent nobles. Passons aux accès et aux circulations. Des normes de sécurité incendie très différentes donnent des résultats très différents. Encore des contradictions qui incitent à réfléchir autrement. Ainsi, repenser les standards, c'est autoriser la réversibilité du bâtiment et la mutabilité pour une ville durable. Après des études approfondies, l'équipe réunie par Vinci a fait de la réversibilité une réalité qui permet de répondre aux évolutions de la société, des modes et des environnements de travail. Bureaux partagés, espaces collaboratifs, télétravail, flex-office, micro-bureaux, plateaux ouverts, les espaces de travail sont réagencés pour accompagner ces nouvelles pratiques et mobilités. Activités individuelles ou collectives, travail en équipe, échanges informels, et les portes restent ouvertes à de futures reconversions. Intégrés dès la conception du bâtiment, 7 outils clés permettent d'anticiper sa réversibilité. Les 4 premiers constituent la structure invariante de l'immeuble. L'épaisseur, d'environ 13,50 m. La hauteur d'étage, ajustée à 2,70 m. Le principe constructif poteau-dalle. La nature de cette dernière permet de réduire le nombre de poteaux et sans retomber de poutres, plus besoin de faux planchers ou de faux plafonds pour les réseaux. C'est autant d'espaces libérés. Enfin, les circulations en façade concilient les normes sécuritaires propres à chaque usage et permettent d'optimiser l'espace libre. Les clés d'accès au plateau forment des placettes et des pontons conviviaux et naturellement ventilés. 3 outils variants viennent faciliter la réversibilité. Les planchers, dont la nature autorise le percement de la dalle sans reprise structurelle. Les réseaux verticaux et les fluides gravitaires sont alors redistribués selon les besoins de la transformation, pas l'inverse. L'enveloppe légère peut s'adapter suivant l'environnement et les usages du bâtiment. Lors de la transformation, 90% des composants de façade sont conservés. Selon le contexte, les espaces en rez-de-chaussée peuvent être associés à ceux du premier étage. Des usages très variés, en dialogue direct avec la ville, peuvent alors y être accueillis. Avec ces outils, transformer un immeuble de bureau en logement devient possible. Dans le cas des habitations, de nouveaux conforts de vie sont offerts. Chaque appartement possède son accès personnalisé, ponton ou loggia, comme une pièce en plus. Grâce à cette configuration, de nombreux logements sont traversants. Une multiplicité d'usages peuvent cohabiter. Logement ou colocation d'étudiants, appartement pour un couple, pour 2 jeunes parents, pour une famille nombreuse, des duplex évolutifs avec une chambre pour adolescents, ou studio indépendant pour une personne âgée. Équation résolue. La solution remporte le consensus. Le bâtiment réversible répond aux nouveaux usages sans surcoût de construction. Dans le futur, il sera transformé plus facilement qu'un bâtiment traditionnel. Entre construction, fonctionnement et reconversion, le coût global est très compétitif. Les territoires, les quartiers, les usages, les programmes auront évolué. Les nouveaux modes d'habiter ou de travailler, mais aussi les commerces et services de proximité, bref, tous les éléments essentiels à la vitalité de la cité,
pourront trouver leur place dans un bâtiment réversible sans devoir en modifier la structure. Construire pour ne pas avoir à détruire, concevoir réversible, c'est construire durable. On est tout à fait dans le thème, hein. Les choses aujourd'hui, par rapport à cette mutabilité, réversibilité, évolutivité, nous font vraiment toucher du doigt que on peut parler du cycle de vie du bâtiment, mais c'est le cycle de vie de l'usager qui fait qu'effectivement les choses évoluent. Alors il y a des essais aujourd'hui, hein, puisque on essaie de mettre 2 T4 côte à côte, qui fait que demain ça deviendra les deux des T3 et il y aura un T1, un T2 au milieu. En même temps, le processus constructif, nous on l'avait identifié, hein, sur le premier livrable qu'on avait fait, effectivement, c'est le système poteau-poutre qui permet cette mutabilité. Il n'empêche que ça fait un peu plus de 10 ans que tout ça s'est ressorti, mais les acteurs de l'acte de construire, les promoteurs, les maîtres d'ouvrage commanditaires, ne s'emparent pas de ça. Ça reste encore à un échelon embryonnaire. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui, alors que les éléments sociologiques sur la vie au quotidien montrent bien, effectivement, que ça soit d'un point de vue gestion de l'habitat, évolution des modes de vie, cette nécessité d'avoir un logement qui s'adapte au cours de sa vie, c'est pas rentré dans la mentalité des bailleurs sociaux. Ça allait un petit peu chez les promoteurs immobiliers, mais c'est pas quand même quelque chose de courant. Le film le montre bien aussi, c'est que du coup, on parle de la construction, mais dans l'adaptabilité, on n'imagine pas les enjeux de la transformation. Si je passe de bureau à logement, je n'aurai pas d'occupant et je fais du logement, ça va bien. Mais si demain, je n'ai que du logement, qu'à un moment donné, je veux changer des choses, comment se passe le maintien en habitat de l'usager qui est concerné? Donc, ce n'est pas des choses qui sont aujourd'hui travaillées au sens de la gestion du patrimoine. Il y avait sur ces réflexions-là et les freins, les difficultés, etc., OID, Observatoire du mobilier durable, qui avait fait tout un rapport. Et il y avait eu une grande conférence, le bel auditorium tout neuf de SMA BTP, justement sur ces sujets. Parce qu'il y avait effectivement des sujets de mode d'exploitation, de permis de construire, de taxes, etc. Observatoire de l'immobilier durable. Mais ils avaient vraiment, avec des parties prenantes diverses et variées, dont des promoteurs, dont la Caisse des dépôts, dont des architectes, dont à l'époque, moi j'étais constructeur, donc on avait apporté une contribution. J'ai quelque part ce document qui recensait justement un peu l'explication et qui proposait même, à l'attention de l'État, des 2 ministères concernés, des évolutions réglementaires pour faciliter en fait. Philippe, au regard des thématiques sur lesquelles l'OPP-BTP et ton équipe se positionnent, sur toutes, je ne vais pas appeler ça les problématiques émergentes qu'on identifie, mais il y a un peu de ça. Parce que c'est vrai que nous, notre rôle, c'est d'être en veille de ce qui émerge, des évolutions constructives, de l'évolution des matériaux, de l'évolution des pratiques. Aujourd'hui, on a identifié des champs de risque ou des thématiques professionnelles liées à cette évolutivité, réversibilité des bâtiments. C'est des choses sur lesquelles on a déjà posé un focus, nous, ou pas? Nous, on a identifié qu'il y a un accroissement du marché de la rénovation et un tassement du marché de la construction neuve, et qui est déjà perçu par les constructeurs, ils le disent explicitement, et qui est porté par la pression qui est de plus en plus mise sur, pour avoir un permis de construire neuf, prouver que vous ne pouviez pas, pour démolir, prouver qu'en bilan carbone, ça fonctionne et que ce ne serait pas mieux de rénover. Et puis parce qu'il y a des tas d'incitations à rénover. Donc ça, il y a un transfert.
entre le neuf et la rénovation. Le neuf, qui continue d'exister quand même, il est caractérisé par un niveau de performance à atteindre extrêmement élevé. C'est toute la problématique de la RE 2020. Oui. Hein, c'est quand même du plus en recherche de performance. Oui, c'est du lourd. Le neuf, même s'il devient entre guillemets minoritaire, caractérisé par de la surperformance et des matériaux nouveaux qui amènent des risques, risques chimiques sur les matériaux biosourcés, risques TMS, troubles musculo-squelettiques sur les grandes baies vitrées par rapport aux facteurs lumière du jour, et des tendances qui ne sont pas tellement là sur la performance environnementale, mais plus des tendances architecturales et industrielles qui vont avec, sur les grands carrelages ou des trucs comme ça. Donc sur les matériaux, risques chimiques, TMS, donc ça c'est pour la partie matériaux dans le neuf. Sur la partie faire le chantier, une évolution des conceptions et des modes constructifs avec la manipulation de beaucoup plus d'éléments préfabriqués plus gros et avec des éléments qu'on n'avait pas l'habitude d'utiliser dans ces dimensions-là, les structures bois, et des structures mixtes bois-béton et des éléments préfabriqués de plus en plus importants, hein, sans aller forcément jusqu'à la construction modulaire, hein, parce que ça, c'est très marginal aujourd'hui. Et donc, une problématique de levage avec des risques de heurts, de chute d'éléments, de renversement de grues, de nacelles, etc. Enfin, là, toute une problématique liée à la bonne maîtrise de la manipulation de ces éléments conséquents et de leur assemblage. Et puis, dans le transfert d'activité, il y a plus de préfabriqués. Ça veut dire qu'il y a un déport d'une partie du travail qui se faisait jusque-là entièrement sur le chantier vers des ateliers et des usines. Et dans ces ateliers et ces usines, il peut y avoir une forme de pénibilité, de perte de sens et de risque de RPS, de risques psychosociaux, par rapport à des opérateurs, des compagnons qui ont l'habitude d'avoir un travail pas trop répétitif, en fait, dans le bâtiment traditionnel, qui ont de la prise d'initiative et qui se retrouvent dans un travail d'ouvriers non qualifiés ou très peu qualifiés, à forte répétitivité, à forte cadence, sans prise d'initiative. Donc voilà une difficulté sur la résolution. Au-delà de résoudre les problèmes d'environnement de travail, mais qui sont plus faciles à résoudre à l'intérieur qu'à l'extérieur. La poussière, les substances, les flux, les accidents, les chutes de hauteur, ça, en industriel, on sait très bien les résoudre. C'est pas, la difficulté, elle est plus sur ce que j'ai dit. Donc, voilà pour le neuf. Et pour la rénovation, avec un accroissement de la reconquête du patrimoine, les problèmes que dans la rénovation, on trouve ce qu'on trouve et on n'a pas toutes les informations. On a rarement les plans, les diags et tout qui sont vraiment suffisants. Donc, amiante, plomb, et pour les problèmes structurels, éléments fragilisés en cours de travaux, traversées de toitures fragiles, donc tout un tas de problématiques liées à la fragilité des structures ou au fait de rendre fragiles les structures et à la méconnaissance de l'environnement dans lequel on intervient. Et puis les petites boîtes, moi je l'ai pratiqué moi-même en faisant rénover des studios. Les petites boîtes, elles ne demandent pas au maître d'ouvrage le diag, hein. Elles arrivent et elles se jettent tête baissée, elles décapent la peinture au plomb sans précaution, etc., etc. Voilà, donc sur la rénovation, une problématique liée à la bonne connaissance de là où on met les pieds, en fait, en tant qu'entreprise, et donc principalement risques chimiques et risques liés aux structures. Et puis dans l'économie circulaire, qui est un peu autour de tout ça, là, avec le neuf hyper performant et la volonté de rénover sans démolir et plutôt de déconstruire. Donc, tout l'enjeu de l'économie circulaire, et bien, dans ces nouveaux métiers de la déconstruction, aujourd'hui, les modes opératoires ne sont pas encore bien établis. Donc, exposition à des substances, risque de blessures, coupures, posture, donc tout pareil, TMS par rapport aux postures, par rapport à démonter des faux planchers, démonter des châssis vitrés entiers pour les manipuler et qu'on puisse les réutiliser sans casse, etc., etc. Voilà, nous, en termes par rapport aux tendances du développement durable qui réorientent les grands
pan du marché, voilà les risques principaux que pour l'instant on a recensés, sur lesquels on oriente une partie du travail de notre programme de travail 2022-2023. Y compris quand je construis, envisager éventuellement d'autres usages, mais la manière dont je construis, je dois aussi me poser la question comment je vais déconstruire. Parce que quand je construis, j'ai souvent les matériaux adéquats en termes de prévention. Quand je déconstruis, je ne les ai pas toujours. Donc, je trouve que là, il y a un axe intéressant. Et après, j'aimerais vous interroger aussi sur un autre regard dans l'usage, au-delà de transformer plusieurs habitations pour faire des T4 en T3 plus T1, ainsi de suite. Comment je peux réfléchir à l'évolutivité, à l'adaptabilité d'un logement et d'un habitat quand au sein même d'une cellule, j'ai des modes de vie et des modes d'usage qui vont être différents. Ce qui m'a fait penser à ça, Philippe, c'est ce que vous disiez avec le télétravail, où finalement on s'est retrouvé à chauffer plus. On avait été questionné, nous, par une société de prévoyance, sur comment réfléchir à un habitat utile pour des gens dans une même famille qui vivent en horaire décalé. En quoi l'OPPBTP pourrait être une source d'inspiration sur des précaux dans ce sens de l'évolutivité au sein même de la cellule familiale, qui fait que j'ai besoin de faire un bureau, comment je fais, ou j'ai besoin que les gens circulent sans se gêner parce qu'il y en a qui dorment et il y en a qui sont en plein boom, il y en a qui sont en train de faire la cuisine parce qu'ils rentrent de travail de nuit et d'autres qui prennent le café, configuration des odeurs. Alors, je sais que là, on n'est pas sur le bâti lui-même, on est plus sur les ambiances, mais est-ce que c'est des choses sur lesquelles vous êtes aussi amené à réfléchir? Ça va plus loin que de croire que c'est du simple réaménagement intérieur. Je pense qu'il faut l'avoir pensé plus loin dans la conception que de croire que c'est du simple réaménagement intérieur, parce que ça peut aller, par exemple, jusqu'à la distribution des différents espaces. C'est-à-dire, j'ouvre la porte d'entrée, j'entre. Si j'entre directement effectivement dans une pièce habitable et que je n'ai pas une distribution qui permet d'aller vers des zones avec une isolation acoustique suffisante, etc. Donc, et ça, ce n'est pas juste du cloisonnement intérieur, quoi. Si ça ne remonte pas au niveau de la conception initiale, système constructif, circulation, un peu des mêmes éléments que ce qu'on a vu sur la transformation bureau-logement, on revient à ces notions des grands sujets clés, quoi. Si on en vient sous l'angle prévention, et là, je veux dire, en se rapprochant de nos préoccupations, régaliennes, que sont les salariés des entreprises du BTP, je rejoins complètement ton propos, Philippe. Il ne s'agira pas, en partant du principe que ces modifications de son habitat, on ne les fait pas soi-même. Parce que là, on sait à quoi ça peut mener. Partons du principe qu'on les confie à des entreprises, souvent entreprises de petite taille, donc très polyvalentes, mais qui n'auront pas forcément le savoir nécessaire ou l'expérience nécessaire de la réattribution des espaces dans un logement. Donc nous, en tant qu'organisme de prévention, je pense que là, il y a une problématique. C'est-à-dire qu'on va aller de plus en plus exposer l'entreprise traditionnelle qui faisait du neuf, de plus en plus aller vers de l'AREA, ce n'est pas les mêmes métiers. Transformer une cuisine cloisonnée avec séjour en cuisine ouverte séjour, ce n'est pas la même chose, comme tu le disais, que de créer un ouvrant, redistribuer les pièces et parfois s'attaquer à l'élément structurel du bâti. Et ça, du point de vue du préventeur, je parle sous ton contrôle, Philippe, mais c'est des questions qu'on ne s'est pas encore posées. Et très clairement, là, pour le coup, je mets ma casquette relations, réseau, organisation professionnelle. Je peux vous dire que ce soit au sein de la CAPEB, de la FFB, des SCOP ou des travaux publics, les travaux publics étant sur un champ différent, mais toutes les organisations professionnelles bâtiments ne pensent pas en ce sens aujourd'hui. On n'est pas en train de se dire comment est-ce que nos entreprises interviennent demain quand les utilisateurs de logements voudront différemment agencer leur logement pour répondre aux contraintes sociales, aux évolutions et aux mutations sociales. Ça, je crois qu'aujourd'hui, ça n'est pas du tout en cours. Et je prends un exemple qui nous est très concret à Boulogne. Philippe, tu n'étais pas encore avec nous. De l'autre côté de l'avenue du Général Leclerc, on a une mutuelle, juste en face, cette mutuelle était propriétaire de 2 étages, qui a cédé un étage à la copropriété, qui cette copropriété a vendu.
vendus à destination libre. Bah, évidemment, le plateau a été parcellé, scindé en plusieurs éléments, et typiquement, un des acheteurs, nouveau propriétaire d'un super plateau, vous imaginez, avenue du Général Leclerc à Boulogne, magnifique, a voulu en faire un logement, mais a fait intervenir des artisans sans compétences architecturales qui se sont attaqués aux éléments porteurs. Et le samedi matin, le simple piéton passant dans la rue s'est pris un élément de façade structurel qui avait servi de porte-boue, qui avait contreventé et qui s'est affaissé pendant le week-end. Un mort. Ça, c'est des choses sur lesquelles aujourd'hui, je crois que la profession ne se penche pas. Ce sont des choses extrêmement marginales, mais qui, par cette nécessité de réorienter le bâti existant, sous la pression que vous évoquiez, Philippe, la pression foncière, la législation, enfin la réglementation avec le zéro artificialisation, le fait que le foncier exploitable, il y en a quand même de moins en moins. Si on veut conserver de la terre agricole, et arrêter de construire dans des zones inondables, par exemple. Et là, je parle parce que j'y suis, donc on voit bien qu'il y a des choses sur lesquelles il faut qu'on rétropédale un peu. Si on veut véritablement réorienter le bâti existant, au-delà de la rénovation énergétique, cette problématique-là, je crois qu'elle n'est pas du tout envisagée par nos professions. Et les artisans ou les constructeurs, quand ils organisent techniquement l'habillage du bâti, les murs, les sols, les plafonds, et puis les distributions électriques, ils le font d'un point de vue technique. Je mets un point d'allumage et donc je tire mes araignées, mes faisceaux pour, entre guillemets, réduire au maximum mes chaînes de câbles. Mais par le fait que je réduis au maximum mes chaînes de câbles, je n'intègre pas dans ma conception de la distribution électrique éventuellement l'évolutivité, c'est-à-dire le fait que je puisse séparer la pièce en deux et pareil pour les autres fluides par rapport à l'eau. Je veux dire, est-ce que ça aussi, au regard des expériences et de ce qu'on est en train de dire, ça pourrait être aussi une piste de réflexion qui rentrerait dans les formations, pas forcément applicable à tout, mais ça serait intéressant. Là, moi, je vous rejoins à 100%. Enfin, je pense que même sans parler de changer la destination du bâti, alors peut-être parce qu'on a quand même un contexte réglementaire et normatif extrêmement prégnant en France, le nombre de pièces, la hauteur de la pièce, la distance de la prise, etc. Tout ça, et notamment vous évoquez le sujet électrique, il est quand même très contingenté par le cadre réglementaire et normatif. Aujourd'hui, même sur un logement, moi je vais vous prendre un contexte que je connais bien, c'est mon propre logement, c'est un appartement de 10 ans, il n'est pas question de changer l'emplacement du lit dans la chambre, parce que les deux prises, elles sont prévues pour les deux tables dessus. Et n'ayez pas envie de moduler votre pièce. Alors, on ne parle même pas de moduler le logement. Donc, ça, c'est quelque chose, je ne sais pas si aujourd'hui, dans le logement, l'habitat, c'est pris en compte. En revanche, moi, il y a un domaine que je connais assez bien, qui est le milieu hospitalier. C'est une réflexion qui vient de s'initier, là, sous l'effet Covid. Et je vous prends un site que je connais très bien, qui est la Salpêtrière. Un bâtiment était en cours de réalisation fin 2019. Les deux premiers niveaux ont été totalement repensés. Ils en étaient aux grosses œuvres. Ils en étaient à la pose des poutrelles. Le bâtiment a été stoppé, a repris crise sanitaire permettant grâce au guide de l'OPP, et ils se sont arrêtés pour repenser les deux premiers niveaux et ils ont l'espoir de sortir pour la première fois en France des salles modulaires hospitalières. Ce qui veut donc dire que tout est pensé en termes de fluide, de cloisonnement, de distribution, pour que ce soit des bureaux d'accueil pour les spécialités, soit de la salle d'urgence, soit du lit hospitalier traditionnel avec des cloisonnements modulaires. Et véritablement, là, c'est un effet positif Covid. On a tout arrêté en se disant, attention, là, ces plateaux-là, si on les avait aujourd'hui disponibles, qu'est-ce qu'on pourrait en faire, qu'est-ce qu'on devrait en faire? Et en tout cas, de ce que m'en disait moi le professeur que je côtoie, c'est révolutionnaire dans la démarche hospitalière. Alors après, avec le pouvoir des APHP et la capacité qu'ils ont de porter ce genre de projet, mais ça répond à ce que vous évoquiez, Jean-Luc, c'est-à-dire, là, pour le coup, au moment où on construit, on se dit, toute la technique qui va avec le bâti,
Est-ce qu'on la pense déjà en amont? Je trouve que là, il y a deux pistes extrêmement intéressantes, hein. C'est se poser la question, donc savoir construire pour déconstruire, parce qu'il y a un enjeu d'organisation, de rentabilité et d'évaluation des risques. Et puis, je trouve que ce que disait Philippe et ce que vous rajoutez, hein, sur un mode constructif qui pourrait être centré sur les usages, avec non seulement une modularité des espaces, mais une modularité des fluides. Souvent, alors, paradoxalement, c'est souvent dans les villas individuelles et en campagne, quand on voit les artisans travailler, on voit qu'ils mettent des boîtes de dérivation qui sont des boîtes d'attente. Parce que quelque part, ils savent que là, voilà, on va faire un petit studio dans le garage ou on va faire des choses. Enfin, voilà, on fait des attentes. Dans le logement collectif en ville, ça ne se pense pas. Mais du coup, on pourrait avoir la même réflexion. C'est-à-dire que voilà, réfléchir à ça. Je trouve que ça fait deux pistes qui sont extrêmement intéressantes. Et par contre, en revenant sur le film, effectivement, sur la réversibilité des espaces de bureau qui sont, avec un plénum, qui sont beaucoup plus hauts, pour aller vers des logements où on aurait des hauteurs de plafond. Alors, si je me souviens bien, dans le film, il proposait de 2,70 m, parce que de ce que j'ai lu dans les derniers rapports et dans la perception du plaisir à vivre, c'est qu'aujourd'hui, on a quand même un constat de réduction de hauteur, de réduction d'espace, d'une perte des espaces mutualisés comme on avait avant, c'est-à-dire les celliers, les choses comme ça. Les besoins exprimés quand on regarde donc les enquêtes qui sont faites au niveau de la fédération, 70% des gens questionnés ne rêvent que de l'habitat individuel. Ça, malheureusement, ben voilà, c'est une expression du besoin qui est ce qui est. Mais le Covid nous a bien montré qu'on a cette réflexion sur un espace qui permet d'être dedans dehors. Et ça, aujourd'hui, dans le mode constructif, je trouve que c'est un vrai challenge parce que autant, et on le voit dans le film, les accès par des coursives extérieures permettent de redistribuer des bureaux en logement, puisque du coup, après, ça permet donc de cadencer, mais ça veut dire que du coup, je me prive de l'accès extérieur, parce que la coursive, elle est mutuelle. La notion de balcon, loggia, tout ça, tout disparaît. Les constructeurs ont une grosse réflexion à mener sur la gestion des circulations. Philippe le disait tout à l'heure, ce n'est pas que le cloisonnement. Il y a une vraie réflexion sur je dois construire des séquences d'utilisation, d'usages différents de l'habitat, parce que la conjoncture des modes de vie qui évoluent doit nous contraindre à faire en sorte que si je dois garder mon logement à égalité entre le revenu qui risque de baisser quand je vieillis, il faut que ce logement puisse être vraiment évolutif. Si je veux avoir une chambre à louer, il faut qu'avec un flux direct, Philippe le disait, je puisse aller vers une salle de bain, vers un coin de toilette, sans être obligé de passer par les parties communes, quoi. Et tout ça, ça posera des questions effectivement d'évaluation des risques, parce qu'il y aura de l'intervention sur l'existant qui n'est pas simple. Un complément par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure sur l'économie circulaire et ce qu'on dit là sur la capacité à transformer efficacement. En fait, ce qui est aujourd'hui sur le parc existant tel qu'il a été construit, le frein à l'économie circulaire, c'est que, comme on le disait tout à l'heure, comme ça n'a pas été pensé pour être déconstruit relativement simplement, on est obligé de casser. Parce qu'en fait, on n'a pas des systèmes qui sont des assemblages industriels de composants, on a des lots. Oui. On a un découpage en lots, qui est un découpage qui correspond à des grands métiers, mais qui n'est pas forcément le découpage optimum, même pour les entreprises, hein, c'est-à-dire, parce que quand on commence à aborder ce sujet-là, on peut avoir des entreprises qui disent non, mais foutez-moi la paix, moi, dans mon lot électricité, je veux faire ça, ça et ça. Ben, on s'aperçoit par exemple que dans le lot électricité, dans du logement, parce que un autre truc qu'on avait fait chez Vinci qui s'appelait Priméa, pour faire des logements primo-accédants, donc beaucoup moins chers à la construction. Et en fait,
pour trouver ce qu'on appelle des innovations de rupture, quoi, c'est-à-dire pas gagner 3%, mais gagner 20%. On avait remis en cause, en fait, le fait que là où un produit industriel, c'est un ensemble de composants, et ces composants, ils sont assemblés en système. Personne ne raisonne en composants dans un bâtiment. C'est-à-dire, par exemple, si vous prenez un logement dans lequel il y a une vasque de lavabo dans la salle de bain et puis une petite chaudière murale, enfin ça, il y en aura de moins en moins là, une chaudière à gaz murale, mais pour l'instant, il y en a. Je prends cet exemple-là, il faudra que je le fasse évoluer. Vous avez des pattes de fixation support et des vis qui ne sont pas les mêmes dans le kit de ce qui est livré avec la ELM Leblanc ou la Sautère, la petite chaudière murale, et la vasque de chez Jacob Delafont. Alors qu'en réalité, quand on regarde la fonction du système de fixation, le poids qu'il porte, etc., tout ça, ça pourrait être standardisé. Ça, c'est le travail qu'ont mené les constructeurs automobiles, qui fait qu'en fait, ils ont un certain nombre d'équipementiers, Valeo, Faurecia, etc., qui travaillent avec des composants standardisés parce qu'ils sont repartis de la fonctionnalité à atteindre. Et alors, qu'est-ce qui se passe dans le bâtiment? Donc, du coup, on utilise des systèmes différents pour la même fonction in fine. Résultat, il y a du gaspillage parce que, par exemple, je fais un immeuble de 32 logements et je dois acheter les canons pour les 32 portes d'accès principal. Ça se vend par 10. Donc, de toute façon, je vais en acheter 40 et il me reste 8. Et les 8, après, chez Vinci, on avait inventé au bon coin des chantiers pour se revendre les machins entre les chantiers pour ne pas gaspiller, quoi. Mais sinon, ça disparaît, quoi. Alors, ça peut partir avec des gens qui repartent avec à la maison, etc. Mais tout ça n'est pas très efficace. Donc, il y a le sujet de regarder un bâtiment comme un ensemble de composants et ensuite des systèmes, et que ces systèmes n'aient pas forcément les mêmes frontières qu'elles ont actuellement. Et là, on avait travaillé avec des plaquistes, des électriciens, etc. Et quand on leur posait certains sujets, des plombiers aussi, ils disaient « Ah mais ouais, mais moi, ça ne me dérangerait pas du tout que la limite de prestation de mon lot, on la bouge de cette manière-là, parce que cette partie-là du boulot, en fait, elle m'embête, et elle ne me rapporte pas d'argent, voire j'ai tendance à perdre dessus, et ça ne me pose aucun problème si vous le filez à quelqu'un d'autre. » Alors qu'au départ, il y avait des grosses craintes de dire « Mais non, mais si on vient les perturber sur les limites de prestation et les interfaces traditionnelles, politiquement, ça ne va pas passer. » Donc, en fait, dans la grande révolution qui permettrait à la fois de faire dans la durée de l'économie circulaire et de faire du changement d'usage, il y a tout un schéma pour se dire on repart de quels sont les composants, comment ils sont assemblés, quels sont les systèmes, et à partir de là, on fait, alors c'est l'ambition, il y a déjà des travaux de recherche là-dessus, qui est que les bâtiments qu'on construit aujourd'hui soient les banques de matériaux des bâtiments de demain, et que la ville soit une mine. Il y a quelqu'un qui m'avait fait une blague là, en disant « Ouais, mais si c'est ça, les conditions de travail justement des entreprises qui vont intervenir, si c'est comme dans la mine, là, en termes de sécurité et de conditions de travail, c'est pas terrible. » Mais non, ça ne présente pas les mêmes dangers. Donc, il y a cette vision-là, il y a beaucoup de gens qui ont travaillé sur, pour l'instant, au niveau de la recherche et de modestes expérimentations. Mais cela dit, si on raccroche ça à des exemples qui fonctionnent, qui existent, sur la plage d'Arcachon, le restaurant en bois qui est près de Cap-Pereire, là, tous les ans, ils le démontent et ils le remontent, et je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de casse. Parce qu'on est sur un système qui a été pensé pour vivre un certain nombre de démontages, rangements, remontages, etc. Et donc, c'est une approche système. C'est une approche… et en fait, moi, je dis souvent, le BTP doit trouver sa forme d'industrialisation durable, qui n'est pas le copier-coller de l'automobile, de l'aviation, etc. Parce que justement, une bagnole, elle n'est pas faite pour changer d'usage, ça reste une bagnole. Ils auront peut-être cette problématique aussi de la transformer. Alors que oui, un ouvrage construit, qui soit quel qu'il soit, et en particulier logement, si on veut se focaliser là-dessus, on sait qu'on va y faire beaucoup de transformations et qu'on va vouloir utiliser cette évolution. Donc voilà les enjeux que ça pose. Ce sont des enjeux d'une manière de regarder des composants à l'ouvrage fini et d'une manière de regarder le découpage en lots
par rapport au métier et à la valeur ajoutée dans chaque métier, ce qui peut être au bénéfice des entreprises. Hein. C'est-à-dire Tout à fait, ouais. des réactions politiques de crainte, mais en réalité, on l'avait fait sur certains exemples et on s'était rendu compte, à notre surprise même, hein, en creusant le truc, que il y avait des gains potentiels et particulièrement sur électricité, plomberie et plaquiste. Écoutez, un grand merci à tous les deux, parce que là, je trouve qu'on fait le lien effectivement avec cette réflexion sur l'évolution et les enjeux, comme vous venez de le reformuler, hein, Philippe, effectivement, sur la vie au quotidien des gens qui vont construire ou déconstruire. Et ça, c'est vrai que dans les entretiens que j'ai eus, et y compris les échanges que j'ai à l'INSA avec et les enseignants et les élèves, il n'y avait pas ce regard. Et je suis vraiment ravi que vous auriez pu nous rejoindre à Sinovaction et qu'on ait pu construire ce débat. Et sincèrement, je vous en remercie.